I would like to make a few comments for the benefit. Bon, j'aimerais faire quelques commentaires pour les nouveaux témoins. Attendez que je vous nomme avant de prendre la parole. Pour ceux qui participent par vidéoconférence, cliquez sur l'icône du micro pour prendre la parole et mettez-vous en sourdine lorsque vous n'intervenez pas. Je rappelle à tous que les commentaires doivent être adressés au président. Et j'aimerais maintenant souhaiter la bienvenue témoins. Nous aurons qui pourront faire une déclaration de 5 minutes et ensuite nous aurons une ronde de questions. Donc, je vais tenter de vous signaler lorsqu'il vous restera 1 minute. Je vous serai reconnaissant de vous limiter donc à des interventions de 5 minutes. Dr. Taylor, vous avez la parole. Merci beaucoup. Avant de commencer, j'aimerais souligner que je m'adresse à vous sur le territoire traditionnel non cédé de la nation algonquine Anishinaabe. Je m'appelle Jeff Taylor. Je suis président du Comité consultatif national de la recherche pour Collèges et Instituts du Canada. Et je suis également président pour les collèges communautaires de Nouvelle-Écosse. J'aimerais remercier le gouvernement du Canada de nous donner l'occasion de prendre la parole sur la façon de mieux soutenir la commercialisation de la propriété intellectuelle. Les collèges occupent une position unique dans le pays. Âges de l'innovation. Nos membres, 140 à travers tout le Canada, facilitent l'innovation axée sur la demande grâce à la recherche appliquée dans les collèges. Contrairement aux recherches menées dans d'autres établissements tels que les universités, la recherche appliquée dans les collèges se distingue par 3 aspects essentiels. La question de recherche est générée à l'extérieur, généralement par des partenaires commerciaux de petite ou moyenne taille. La recherche est menée rapidement. 85% des projets de recherche sont achevés en moins d'1 an. Et un point important pour votre audience, toute propriété intellectuelle générée au cours du projet est cédée au partenaire commercial. Parce que les établissements ont pour mission de soutenir le développement économique collège et régional et les personnes les mieux placées pour commercialiser ou exploiter l'API sont les partenaires commerciaux. Nous considérons ce rôle pour les collèges comme particulièrement important compte tenu de la concentration de longue date des activités de R&D dans le secteur de l'enseignement postsecondaire. Le Canada se classe au 20e rang des pays de l'OCDE pour la part du PIB consacré à la R&D. Il se classe 4e pour la part de la R&D réalisée dans le secteur de l'enseignement supérieur. Au Canada, 39% de l'enseignement supérieur par rapport aux de 39% de la R&D est réalisée dans le secteur de l'enseignement supérieur, 18% en Allemagne, 23% au Royaume-Uni et une moyenne de 16% pour les pays de l'OCDE. Ça signifie qu'au Canada, le secteur de l'enseignement postsecondaire est un moteur essentiel de l'innovation de façon générale et de la création de propriété intellectuelle en particulier. Ça signifie que les établissements d'enseignement postsecondaire ont acquis une solide réputation en tant que centre d'accompagnement de la recherche avec des installations, des équipements et de l'expertise. Malgré tout, l'impact des collèges est limité par le financement. Selon une analyse interne, les collèges du Canada n'ont reçu que 2,39% du financement des 3 conseils en 2020. Bien que notre portée soit nationale et les collèges sont souvent les seuls établissements d'enseignement postsecondaire dans les régions rurales éloignées, notre financement limite nos possibilités d'aider les entreprises à générer de la nouvelle pays, à développer des produits et explorer des moyens d'améliorer la productivité. Les collèges sont présents pratiquement dans toutes les communautés canadiennes et peuvent fournir du soutien, établir des liens entre les entreprises. J'aimerais faire 3 recommandations sur la façon dont le gouvernement du Canada peut mieux soutenir la commercialisation de l'API. Premièrement, améliorer le soutien de la création de pays en augmentant le financement de la recherche appliquée dans les collèges. Le secteur collégial est uni dans sa demande d'amélioration du financement. Au lieu de lutter contre les tendances historiques, tirons parti de la capacité du système pour l'aider à stimuler l'innovation pour les PME. Deuxièmement, étudier les possibilités de financement des collèges pour qu'ils puissent offrir aux entreprises avec lesquelles ils collaborent une formation et d'autres mesures d'accompagnement sur l'importance. L'extension de la formation à l'API et des aides à la propriété de pays aux entreprises par l'intermédiaire des collèges. Et il est peu probable que les collèges soient en mesure d'assumer pleinement ce rôle. Et troisièmement, il faut envisager plus largement des contributions que les collèges peuvent apporter au programme
et viser les résultats de la commercialisation. Je tiens à remercier le comité de son invitation et je suis prêt à élaborer sur nos positions et à répondre à vos questions. Merci beaucoup. Nous passons maintenant à une ronde de questions de 6 minutes, en commençant par les conservateurs. Je donne la parole au député Loeb. Il y a 10 ans, Gary Goodyear était ministre des Sciences et de l'Innovation et M. McLean, le témoin précédent, a parlé de l'Institut Fraunhofer, de la recherche appliquée, la recherche fondamentale. À l'époque, il y a 10 ans, il nous a dit « Nous avons besoin de nous concentrer vraiment sur la recherche appliquée. » Bon, ne pas négliger la recherche fondamentale, mais nous devons redoubler d'efforts dans le domaine de la recherche appliquée. Et les collèges ont appuyé beaucoup cette orientation il y a 10 ans. À l'époque, il y a eu des critiques importantes parce qu'on nous a reproché d'abandonner la recherche fondamentale. Alors, comment équilibrer les intérêts concurrentiels? Parce qu'il y a concurrence entre la recherche menée dans les collèges et la recherche universitaire. Bon, on fait les deux types de recherche et tout le monde est content. Très bien. Merci de votre question. Il y a 10 ans, je travaillais dans le milieu universitaire au Canada et aux États-Unis. La recherche universitaire est absolument essentielle. Elle est de calibre mondial au Canada et elle livre des connaissances fondamentales dont on a besoin. À l'autre extrémité, on a des entreprises qui essaient de répondre à la question simple: comment réduire mes coûts, comment améliorer mes ventes, comment attirer des investissements essentiels, comment améliorer des procédés. Et il y a grave fossé entre les objectifs des entreprises et la recherche fondamentale menée dans les universités. Et je dirais que la recherche appliquée est le pont entre les deux. Et c'est là que se situent les collèges. Bon, on a besoin des deux et c'est absolument essentiel pour avoir une économie prospère. Et 2% des fonds des 3 conseils sont distribués à environ 150 universités. Et il y a une dizaine d'universités au Canada qui se partagent 90% du budget de recherche. Alors, les universités auraient du mal à se plaindre d'être mal servies. Mais on ne sait jamais qui va se plaindre de quoi. Ma prochaine question. Peut-être vous pouvez faire une évaluation. Est-ce que les collèges communautaires à travers le pays sont un point tournant maintenant? On sort de la COVID, l'enseignement hybride, la question des étudiants étrangers, les baisses d'inscription, les étudiants qui échouent au bout du premier semestre parce qu'ils sont mal préparés. Est-ce qu'on est un peu en retard? En fait, on veut s'assurer que ces étudiants qui feront la recherche appliquée réussissent. Alors, est-ce que les collèges sont à risque compte tenu de la situation que j'ai décrite? Je répondrai de façon générale. Non, les collèges ne sont pas à risque. Il y a encore des inscriptions en nombre important. Bon, les collèges sont vraiment en mesure d'occuper cet espace critique. Je ne serais pas inquiet de l'avenir des collèges, mais en réponse à votre question concernant l'API, ce qui me préoccupe davantage, c'est la façon dont on abandonne des partenaires à cause d'un manque de financement. En 2020-2022, on a dû refuser plus de 12 000 offres de partenariat parce qu'on n'avait pas les fonds. Donc, la capacité est là, on veut le faire. Tous les collèges canadiens ont des liens avec leur communauté, avec des start-up, des PME, mais c'est le financement qui manque. Bien. Le gouvernement fédéral va s'impliquer
dans le financement, les gouvernements provinciaux aussi, certains en tout cas. Ce qui me préoccupe, et vous y avez fait allusion, lorsque le résultat est positif, l'entreprise est propriétaire de l'API. Et c'est une bonne chose pour l'entreprise. Mais lorsque c'est le gouvernement fédéral qui investit, en fait, il a investi du capital de risque dans la recherche. Alors, le témoin précédent a dit que le gouvernement peut le récupérer par le biais des impôts ou autres. Mais bon, le gouvernement met continuellement de l'argent, mais il n'a aucune propriété et il ne retire aucun avantage lorsque ça tourne au succès. Je ne suis pas sûr d'avoir la meilleure réponse. Je pense que tous les partenaires commerciaux avec lesquels nous travaillons sont très heureux de recevoir des fonds du gouvernement. Nous demandons toujours aux partenaires d'investir, donc parce qu'on ne veut pas nécessairement leur donner du cuir dans le bec. Et donc, le savoir ou la propriété intellectuelle reste entre les mains de l'entreprise. Je sais, mais quelle est la valeur moyenne des projets de recherche que les collèges vont financer? 50 000, 100 000? Oui, il y a évidemment un éventail. Alors, les projets de stade 1 au stade 1 sont d'une valeur d'environ 25 000. Et évidemment, à mesure que la relation et le projet évoluent, le montant monte. Et on travaille aussi avec de grandes sociétés, pas simplement des PME. Et à ce moment-là, évidemment, on s'attend à ce qu'ils investissent davantage, fassent une contribution plus importante. En Ontario, d'où je suis, un fabricant d'automobiles, par exemple, pourquoi demanderait-il des fonds au gouvernement provincial ou au gouvernement fédéral alors qu'il suffit d'investir 250 000 ou 300 000? Un fabricant de pièces automobiles ou d'automobiles peut certainement trouver ces fonds-là. Alors pourquoi les collèges demandent-ils ces fonds-là? Pourquoi est-ce que ça vaut la peine pour le gouvernement fédéral de s'immiscer ou d'intervenir? Oui, alors la réponse que je donnerai à votre réponse, c'est visiter votre collège local et vous allez voir les installations, l'équipement et l'expertise que nous avons à notre disposition et que vous n'avez pas, justement, à l'interne. Et est-ce qu'ils vont dépenser 10 millions pour une imprimante 3D métallurgique? Alors, ça vaut la peine pour une grande entreprise d'investir, de prendre comme partenaire un collège qui a ce genre d'équipement. Malheureusement, la ronde est terminée et nous pourrons peut-être explorer votre réponse au prochain tour. Madame Diab, en ligne, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président et Monsieur Taylor. Bienvenue à notre comité. Je suis très heureuse de vous avoir. Malheureusement, je n'ai pas pu être des vôtres physiquement. Je célèbre les événements de la Journée internationale de la femme. Mais je veux donc vous souhaiter la bienvenue. Je sais que vous êtes le vice-président de la recherche appliquée au NSCC et que vous êtes là, évidemment, pour représenter l'Association canadienne. Et j'ai visité mon collège communautaire local et je connais tous les campus et tout l'excellent travail qui s'y fait. Et je sais que vous avez un réseau de chercheurs extrêmement dynamique et que vous avez toutes sortes d'activités de partenariats stratégiques. Vous avez terminé avec 3 recommandations, mais vous avez dit que vous avez parlé de l'initiative du marché. Alors, le programme du laboratoire au marché, comment est le rôle des collèges? Quel est le rôle que vous envisagez pour les collèges dans la stratégie de développement canadienne? Oui, je me rappelle quand vous étiez député à l'Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse et que vous étiez ministre de la formation
vous n'avez jamais raté l'occasion de venir parler à nos étudiants, donc je suis très heureux. Alors, vous avez parlé du laboratoire au marché et la nouvelle société. Je pense que nous sommes toujours au stade de la conception et je ne pense pas qu'on puisse parler d'emploi. Mais commençons par du laboratoire au marché. D'après ce que je comprends, cette initiative a pour but de permettre aux étudiants postdoctoraux et aux gens dans les laboratoires de commercialiser leurs idées, les amener au marché. Parce que les collèges ont très rarement non pas des diplômés d'études de deuxième cycle. Alors, je pense qu'on pourrait développer davantage de bourses ou de collaboration avec le milieu universitaire. Nous avons une excellente relation avec l'Université d'Alousie et nous avons aussi une maîtrise en informatique où il y a des placements en collaboration. Et donc, les étudiants peuvent venir au collège communautaire pour se faire la main et travailler dans un milieu pratique et ensuite retournent faire leurs études universitaires. Donc, il y a donc possibilité de collaboration entre le collège et l'université. Et la possibilité de produire la propriété intellectuelle qui pourrait être commercialisée. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de travail qui peut être fait à l'échelle locale et à l'échelle nationale, que j'espère que l'on pourra mieux coordonner ces initiatives. Votre seconde, par rapport à la Société d'innovation du Canada, nous avons rencontré des représentants lorsqu'ils étaient en train d'élaborer leur document de planification. Ils ont lancé un plan de route et nous sommes très heureux de voir que les collèges ont été mentionnés dans ce plan de route. D'après ce que nous comprenons, cette société ne donnera pas des fonds directement aux collèges et aux universités, mais avec le programme d'aide à la recherche qui va donc et la Société d'innovation, je suis persuadé que nous allons pouvoir travailler ensemble. Alors, avec le pari, les fonds vont aux partenaires de recherche, mais je suis sûr que nous pourrons explorer les possibilités de partenariat dans l'avenir. Et c'est comme je le disais tout à l'heure, 12 000 partenariats. Nous avons dû refuser 12 000 demandes de partenariat. Et j'espère qu'avec cette nouvelle société d'innovation canadienne, nous pourrons éviter d'avoir à refouler autant de projets. Je sais que le gouvernement avait prévu un investissement dans le budget de 2021 pour la recherche appliquée par les collèges. Pouvez-vous nous expliquer comment ces fonds ont aidé au développement pendant la pandémie? Oui, en 2021, le gouvernement a donc majoré le budget des collèges en recherche appliquée à 41 millions de dollars. Et nous avons beaucoup apprécié cette injection de capitaux. Quand le premier appel de proposition a été lancé, 153 demandes nous ont été soumises pour 188 millions. Donc, c'est sûr et certain que nous avions largement la demande nécessaire pour épuiser les 45 millions. Mais nous avons donc choisi d'encourager plus de collaboration. Et 118 millions ont été proposés, mais seulement 13 millions ont pu être financés. En Nouvelle-Écosse, nous avons pu recevoir un de ces fonds. Nous avons fait un partenariat avec le Collège de l'Atlantique Nord et Holland College pour faire la cartographie des bancs de Goémon sur la côte. Et nous avons fait des échantillons, prélevé des échantillons pour voir la possibilité de produire des produits alimentaires à partir du goémon, des sushis et d'autres produits de transformation qui auraient pu être mis sur le marché et être exportés et qui pourraient être aussi le point de départ d'une nouvelle activité d'aquaculture. Alors, il s'agissait d'un investissement de 2 millions au départ et c'est sûr qu'il n'y a pas de limite aux possibilités qu'ouvre ce genre de projet. Avec le temps qui nous reste, je me demande, pourriez-vous élaborer davantage sur
J'ai demandé que cette réponse soit donnée par écrit. Nous avons malheureusement épuisé le temps qui nous est imparti. Nous allons passer au député Fléchette. Qui sont avec nous pour cette deuxième heure d'études. Monsieur le Président, au risque de me répéter, je vais revenir sur un sujet dans lequel j'ai déjà parlé auparavant, le financement de la recherche au Canada. Donc, Monsieur le Président, nous avons avec nous les représentants du Collège et des Instituts du Canada. J'ai bien pris le temps de faire mes devoirs et lire leur mémoire pré-budgétaire. Alors, je les remercie de ce travail. Et la première recommandation laquelle on travaille dans ce mémoire et qu'on retrouve, c'est bien sûr l'augmentation du financement en recherche et en développement au Canada. Et je me permets de lire le titre qui est évoqué dans le mémoire pré-budgétaire de l'organisme qui est présent aujourd'hui, « Le marasme de l'innovation au Canada ». Et on lit et on y retrouve que le Canada, en 2020, se classait dans les pays parmi l'OCDE au 20e rang sur 36 pour la proportion du PIB consacré à la recherche et développement. Et également, en termes de produit intérieur brut, on était à 1,6 % quand la moyenne de l'OCDE est à 2,7 %. Et même, Monsieur le Président, en 2001, on était supérieur, on était à 2 %, et là, en 2021, on est à 1,6 %. Donc, on n'augmente pas, on régresse. Monsieur le Président, je ne sais pas si pour certains membres du gouvernement, la science, c'est de la sorcellerie. On ne fait pas de la science à coup d'incantation et en répétant que les projets scientifiques vont se faire en disant « Ah, c'est bon, la science, on va développer l'innovation ». Je crois que ça prend des actions. Et ces actions, ça passe évidemment par des investissements. Et quand on se compare, Monsieur le Président, normalement, on dit qu'on se console. Mais moi, je vous dis, je suis gêné. C'est inconcevable, Monsieur le Président, que le Canada, un pays du G7, est le seul, l'unique, à avoir réduit ses investissements en recherche et développement au cours des 20 dernières années. Alors, Monsieur le Président, je vais me faire un devoir de répéter ce message vitam aeternam jusqu'à temps, en espérant que les gens comprennent l'importance de la situation. Alors, Monsieur le Président, je vais y aller dans le vif du sujet, malgré que c'est un sujet très important, les investissements en finances. Monsieur Taylor, vous avez évoqué tout à l'heure, par rapport au manque de financement de la recherche au Canada et du soutien du gouvernement fédéral, qu'il y a plus de 12 000 offres de partenariats qui ont été refusées de la part de vos institutions que vous représentez. J'aimerais que vous nous expliquiez aujourd'hui quelles sont les conséquences concrètes et directes du manque de soutien financier de la part du gouvernement fédéral concernant la recherche. Et je termine là-dessus. Vous avez mentionné seulement recevoir 2,39 %. Bon, je vais arrondir pour être généreux. Je suis capable de l'être quand même. Vous savez, Monsieur le Président, 2,4 % du financement à travers les 3 organismes subventionnaires. Monsieur Taylor, je vous cède la parole. Yes, thank you for the question. I'll give you a bit of history on the funding we've had over the last 10 years from the Funding Council. In 2013, it was 1.87%. In 2015, it was 1.99%. And in 2020, it was 2.39%. So a flat 2% within rounding error. But there is a small uptick there. Of course, we're very grateful for that increased funding that comes. I think there's a chance to build more momentum and increase funding in the pre. Excusez-moi, Monsieur le Président, la traduction ne fonctionne pas pour le français. We'll just suspend for a second and we'll confirm. Your time is stopped at 2 minutes and 10 seconds. Allez-y. L'interprète est à l'écoute. Oui, je suis très heureux d'être là et de vous parler de ce problème. Donc, on me dit qu'on entend la voix de l'interprète. Nous allons reprendre. Donc, Monsieur Fléchette. En réponse à la question de Monsieur Fléchette. Oui. Alors, je citais des chiffres, justement, sur le financement que nous avons reçu. Alors, en 2013, nous étions à 1,87 %. En 2015, nous avons reçu 1,99 %.
des 3 conseils de subvention et en 2020, 2,39 %. Donc, on peut arrondir à 2 notant qu'il y a quand même eu une augmentation et nous en sommes reconnaissants. C'est sûr qu'on peut bâtir sur cet élan. Mais si on regarde les données du Conseil national de recherche, il y a eu 14 000 demandes de partenariat qui ont été refusées à cause du manque de fonds. Donc, c'est sûr qu'il y a de l'appétit de la part des preneurs. Je pense qu'il est important de rééquilibrer ces investissements. Bon, je ne veux pas évidemment minimiser l'importance de la recherche fondamentale, mais c'est sûr que si on augmentait l'enveloppe, le portefeuille des instituts et collèges, ce serait vraiment un pas dans la bonne direction. Merci beaucoup, Monsieur Taylor. Vous aviez également évoqué dans votre mémoire la possibilité d'élargir les contributions, évidemment, que les cégeps et les collèges peuvent apporter au programme, visant notamment, bien sûr, le sujet de notre étude aujourd'hui, la commercialisation et la propriété intellectuelle, et la possibilité de mettre en place une nouvelle plateforme nationale, donc de passage du laboratoire au marché. Donc, ce serait une possibilité en cours de développement pour accentuer et aider la commercialisation. Est-ce que vous pouvez nous en parler davantage? Oui, merci. Je crois que la stratégie selon laquelle on laisse les partenaires exploiter la propriété intellectuelle, c'est la meilleure approche. Alors, on leur dit voici votre produit, voici le processus validé, bonne chance, mais on n'a pas de financement pour faire du suivi ou de l'encadrement ou développer une stratégie de propriété intellectuelle avec les partenaires. Évidemment, on leur donne des renvois, on les met en contact avec d'autres membres de l'écosystème, mais une fois que le projet est terminé, l'entreprise est laissée à son compte. Alors, bon, c'est sûr que les projets peuvent évoluer rapidement. Comme on l'a dit, 85 des projets que nous finançons se déroulent en moins d'1 an. Mais ça peut être un problème pour ces partenaires de déterminer qu'est-ce qu'ils vont faire une fois qu'ils ont développé leur propriété intellectuelle. Donc, c'est important ce serait bien d'avoir un cadre national pour l'encadrement de ces entreprises, mais actuellement, c'est une approche à la pièce d'un collège à l'autre. Et cela, donc, limite les possibilités offertes aux startups. Merci. Nous avons terminé cette tournée. Donc, nous allons passer au prochain député, M. Cannings. Merci. Merci à vous deux. Je vais poursuivre dans cette direction. J'aimerais avoir davantage de détails. Vous avez indiqué que vous avez dû refuser des milliers de projets parce que le financement n'était pas là. Ces compagnies se sont adressées à vous. À quelle étape étaient-elles rendues? Est-ce que c'était des compagnies pleinement développées ou elles voulaient travailler, ou s'agissait-il de start-up qui voulaient travailler sur un tout nouveau produit? Est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu du type de compagnie? Réponse. Ben, il y a une certaine variété. Chaque collège, en fait, chaque Canadien est situé à 30 minutes d'un campus collégial. Les collèges sont présents dans les grands centres urbains, mais dans les zones très rurales, très isolées. Donc, si quelqu'un a... alors, ce sont des startups qui ont juste une idée ou des entreprises déjà beaucoup plus développées. Alors, on travaille surtout avec des petites entreprises. En Nouvelle-Écosse, les collèges communautaires, on travaille avec toutes sortes de partenaires. Une start-up qui a une bonne idée sur la façon de mettre sur le marché le sirop d'érable qu'ils ont récolté dans leur jardin, ou bien des entreprises bien établies au niveau local qui ont un projet. Un exemple, Holtec, c'est un fabricant de fenêtres en Nouvelle-Écosse qui veut intégrer un panneau solaire dans une fenêtre. Et
Il s'agit de vitres transparents et en mettant cet écran solaire, il peut y avoir une génération de... Les 67% des partenaires sont des PME, 14% de grandes entreprises et 14% des organismes à but non lucratif. Vous avez dit que vous avez dû refuser des projets parce que les collèges n'avaient pas le financement nécessaire. Alors, est-ce qu'il faut davantage d'installations? Pourquoi? D'où vient cette... à quel niveau se situe? Quel est l'impact de la pénurie de financement? À quel niveau le manque de financement frappe? Qu'est-ce qui vous manque le plus pour pouvoir accepter ces projets qui sont rejetés? Le financement vise les connaissances d'experts et des équipements. Absorbe une grande partie du financement. Bon, intégrer des panneaux solaires dans des fenêtres, il faut acheter beaucoup d'équipements pour pouvoir le faire. En fait, des équipements d'une valeur de 12 à 15 000 $. Et c'est beaucoup pour une petite entreprise. C'est une dépense qu'ils ne peuvent pas se permettre. Bon, une critique que l'on entend souvent à l'encontre du Canada, c'est la part d'investissement du secteur privé dans l'innovation. Alors, avez-vous des commentaires sur la façon dont on peut modifier cette situation, que ce soit par le biais d'EWAP ou quel type de financement pourrait changer cette situation? Bon, les dépenses des entreprises dans la RD, effectivement, ce n'est pas brillant pour le Canada. J'aimerais croire que les collèges font partie de la solution, car un partenaire qui nous rencontre avec un projet pour développer une innovation, bon, le partenaire doit aussi investir et c'est un cheminement de longue haleine. Mais on peut utiliser cette relation. Les collèges ont vraiment là un rôle crucial à jouer. Merci beaucoup, Monsieur Cannings. Nous passons maintenant à la ronde de 5 minutes. Monsieur Williams. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Taylor, pour cet excellent témoignage. Quel est le taux de réussite de la recherche appliquée dans les collèges et instituts du Canada? Bon, si vous travaillez avec 10 entreprises, quel est le taux de réussite? Est-ce que vous avez ces données? Réponse. Merci de votre... Je ne sais pas si j'ai les statistiques avec moi. Je dirais que si on avait un meilleur soutien pour l'accompagnement de la pays et accompagner les projets tout au long de leur développement, on aurait ces informations. Ça peut être un parcours de longue durée, vous le savez certainement. Pour des entreprises qui sont propriétaires de leur pays, les exportations sont plus élevées, elles payent de meilleurs salaires, il y a davantage de croissance. Donc, être propriétaire de pays, c'est très important pour aller dans la bonne direction. Mais on a besoin d'investissement pour étudier ce suivi et ce type d'accompagnement. Est-ce que vous pourriez transmettre ces informations au comité des collèges communautaires qui disposent de ces informations? Nous ferons un suivi sur ce point, certainement, pour remettre au comité des détails complémentaires sur cette question. Et on vous donnera des exemples aussi. Oui, c'est une bonne chose. Nous venons de terminer un projet de recherche sur les collèges et la recherche appliquée à travers le Canada. Comme l'a dit mon collègue, M. Blanchette, nous étions très heureux des résultats obtenus par les collèges et les universités au Canada, au Québec, dans toutes les provinces. Les statistiques que nous avons entendues, c'est que 95% des Canadiens vivent à 30 minutes de distance d'un collège. Eh bien, le Canada est un pays rural. Bon, il y a
3500 municipalités au Canada sont des municipalités rurales et les collèges sont plus présents dans les communautés rurales. Et lorsque j'étais impliquée dans le développement dans ma région qui est très rurale, on examinait les grappes et ces grappes vont croître et développer de la pays. Les universités font un excellent travail dans la biotechnologie et autres, mais on a constaté qu'il y avait beaucoup de petites entreprises, PME émergentes, qui se tournent vers le système collégial. Alors, si on a les statistiques, on pourra effectivement appliquer davantage vos 3 recommandations, financer davantage la RD selon les différents modèles. Êtes-vous d'accord avec mon analyse? Tout à fait. Vous devriez être à ma place. C'est excellent comme idée. La prochaine question que j'aimerais vous poser, on a parlé de pays, mais de croissance des entreprises au Canada. Bon, les compagnies ne connaissent pas suffisamment de croissance et finalement elles sont rachetées par des compagnies étrangères. Est-ce que les collèges voient comme une priorité d'aider ces compagnies à grandir? Réponse. Notre stratégie vise toujours l'innovation. Nous espérons que la nouvelle Société pour l'innovation au Canada va vraiment se concentrer sur le défi que vous avez identifié. Ça semble être une des priorités d'après le document préalable qui a été publié. Nous offrions une série de services pour des startups et jusqu'aux grandes compagnies. Par exemple, en Nouvelle-Écosse, les chantiers navals Irving, des contrats très importants. Nous collaborons avec eux continuellement. Alors, on pourrait sans doute répondre aux besoins de la grande variété d'entreprises. Il y a la capacité dans le secteur. C'est vraiment le manque de financement qui nous limite. Dernière question. Pour ce qui est du financement, vous avez un grand réseau de diplômés. Vous travaillez directement avec les PME canadiennes. Est-ce que vous pourriez proposer une stratégie qui aiderait à faire croître le capital de risque? Bon, je crois que avoir un meilleur accès au collège et au financement serait certainement une façon de créer de belles opportunités. Dernière ronde de questions de 5 minutes. Bien, pour revenir à la question qui vient d'être posée, le capital de risque, c'est notre gros problème. La capacité pour le gouvernement d'avoir une certaine tolérance au risque. Bon, on ne veut pas statuer sur les projets appuyés ou pas. J'aime bien l'idée d'un partenariat avec le secteur privé et certains collèges que j'ai visités à Niagara et ailleurs font un excellent travail avec les entreprises locales, comme vous l'avez expliqué, Irving en Nouvelle-Écosse. Vous avez fait 3 recommandations. La première, financer la première donc sur le financement. La dernière, je ne suis pas certain d'avoir. Donc, premièrement, renforcer le financement pour les collèges, explorer les possibilités de financement. Et la troisième recommandation, pouvez-vous nous la rappeler? Il s'agissait d'envisager les nouveaux programmes développés par le gouvernement et s'assurer que les collèges jouent un rôle important dans ces programmes qui visent les étudiants doctorat et post-doctorat. Bon, on pourrait aussi avoir un rôle à jouer dans ces activités pour lesquelles le financement est concentré vers les universités actuellement.
Bon, vous avez parlé du montant considérable qui va vers les universités et du petit montant vers les collèges, qui facilite pourtant des solutions pratiques. Bon, on ne peut pas commercialiser et mesurer ce qu'on ne possède pas. Mais on veut aussi que ces entreprises soient gagnantes. Alors, fournir le financement, et on a entendu certaines critiques, le financement n'est pas pleinement adéquat, mais d'où vient ce financement? Alors, on voudrait davantage de tolérance au risque. Bon, les banques n'aiment pas le risque, c'est bien connu. Ils ne prennent pas de risque. Bon, l'équité appartient à l'investisseur. On a entendu des critiques. On ne veut pas que le gouvernement simplement jette de l'argent à des programmes, mais qu'il en retire un avantage. Mais ce n'est pas le rôle des gouvernements. Les gouvernements doivent encourager les investissements du secteur privé, doivent avoir un rôle stimulant pour ainsi créer des emplois, aider les entreprises à réussir. C'est le rôle du gouvernement. Est-ce que vous voulez que les gouvernements soient propriétaires d'entreprises, soit dans ce secteur et prennent des risques au niveau des investissements? On veut fournir des investissements et là, bon, vous voulez que ce financement des gouvernements aille vers les collèges. Donc, en mesurant l'implication du gouvernement, ce n'est pas en mesurant les succès réalisés avec les fonds. Ça, c'est au secteur privé de le faire. Et ça, c'est une évaluation qui doit être faite par les collèges. Bon, c'est ce que j'ai cru comprendre de votre intervention. Et cette mesure de réussite doit être faite. Alors, comment faciliter l'implication des gouvernements sans que le gouvernement ne soit pas critiqué pour son investissement? Je sais que l'opposition va dire au gouvernement, mais vous investissez dans des projets qui ne fonctionnent pas. Mais ils fonctionnent de temps en temps. Et c'est là que c'est rentable. Je vais vous raconter une anecdote. Et c'est pour servir d'exemple. Encore une fois, c'est dans un milieu rural, en fait un atelier de mécanique en milieu rural, Nouvelle-Écosse. C'est une entreprise familiale. Et il avait une bonne idée qui était de développer une ceinture que les gens en fauteuil roulant pourraient utiliser pour se redresser dans leur fauteuil, pour éviter que les gens arrondissent la colonne. Alors, on les a aidés avec un fonds de 15 000 $. Ils ont fait un prototype, mais je n'ai pas l'argent pour acheter, faire les démarches et faire breveter l'invention. Est-ce que vous pourriez, vous, faire la demande de brevet et moi, je vais la racheter de vous? Et c'est ce que nous avons fait. Et nous avons utilisé les fonds du gouvernement pour acheter le brevet et nous lui avons revendu le brevet. Et maintenant, il emploie 40 personnes dans cette collectivité rurale de la Nouvelle-Écosse. Et maintenant, il a de l'expérience avec les brevets et il sait comment se débrouiller. Donc, c'est une anecdote et c'est unique. J'aimerais bien qu'on puisse faire une mise à l'échelle de ce genre de procédé. Mais oui, excellente anecdote, effectivement. C'est le genre d'exemple qu'on voudrait multiplier. Et encore une fois. Mais dans beaucoup de cas, évidemment, on ne peut pas espérer réussir. Alors, je vais couper le sifflet aux députés, même si je ne vais pas interrompre nos invités. Merci d'avoir été les nôtres aujourd'hui. Nous allons prendre une petite pause et ensuite nous pencher sur des questions internes au comité. Et nous continuerons d'être diffusé après la reprise.
dont nous devons discuter. D'abord, le greffier a distribué un budget supplémentaire pour l'étude du programme des lancers lunaires internationales. Nous avons sous-estimé les dépenses lorsque nous avons adopté le budget original pour cette étude et il faudrait donc un budget supplémentaire de 2 550 $ pour couvrir les dépenses. J'aimerais une motion pour adopter ce budget supplémentaire. Donc, proposé. Nous allons passer aux voix pour. Bon, tout le monde est d'accord. Donc, la motion est adoptée. Maintenant, le président aimerait vous faire une mise à jour sur les projets de voyage en rapport avec les Big Science au Canada, l'étude sur les grandes études scientifiques au Canada. Bon, alors, pour la période de janvier à mars, nous n'avons pas eu l'approbation de la Chambre pour ce voyage, donc le président m'a demandé de planifier un voyage au cours de la prochaine période de mars à juin. Donc, il y a 4 étapes. Il faut une proposition préliminaire qui doit être soumise au comité de liaison ou sous-comité de liaison. Si c'est accepté à ce moment-là, il faut soumettre un budget détaillé. Et si le budget détaillé est accepté, il faut que la Chambre adopte une motion pour autoriser le déplacement. C'est seulement une fois que nous avons cette autorisation de la Chambre que le comité peut effectivement dépenser le budget qu'il a prévu pour le voyage en question. Alors, comme je l'ai mentionné, nous en sommes au 2e stade de ce processus. Et donc, le sous-comité a accepté notre proposition préliminaire et nous avons fait la recherche pour établir le budget détaillé pour les projets de voyage. Et comme il est indiqué dans le budget préliminaire, nous allons visiter les mêmes sites que dans le projet initial. Le groupe de députés qui vont voyager comprendrait 7 députés, 2 analystes et le personnel d'interprétation. Et après avoir pris en considération plusieurs facteurs, nous avons choisi la semaine de relâche en mai, donc du 21 au 27 mai. Et c'est donc le budget de voyage s'appliquerait à cette période. Nous allons donc continuer la planification du voyage, mais pour ça, il faudrait que le comité adopte le budget d'ici vendredi. Si vous avez des questions, je suis à vous. Bon, il n'y a pas de questions. Alors, donc, le projet de budget préliminaire vous a été distribué. Si nous voulons que la planification continue, il faut que le comité accepte ce budget au plus tard vendredi. Y a-t-il une motion pour adopter ce budget de voyage? Nous avons une motion. Est-ce que nous sommes d'accord pour adopter la motion? Oui. Donc, la motion est adoptée. Je vous rappelle finalement que le comité a convenu d'envoyer une liste des témoins proposés au greffier d'ici demain, le 8 mars. Une fois que cette échéance est passée, la liste sera publiée. Et comme toujours, les analystes peuvent aussi soumettre des questions par écrit à la demande et la liste pourrait être mise à jour et rediffusée. Et voilà, député Fléchette, vous avez la parole. J'aurais 2 points. Le premier point, tout d'abord, j'aimerais savoir de la part de nos analystes comment se déroule la rédaction du rapport pour l'étude sur la publication scientifique en français. Je veux savoir à quel moment on pourrait planifier, avoir le document et puis ensuite qu'on pourra faire la première analyse de l'ébauche. Concernant la préparation du rapport, le rapport est actuellement en processus de traduction. Donc, la première ébauche est toujours en développement et on attend la traduction pour faire les derniers ajustements et qui puissent être discutés au comité. Est-ce que c'est possible d'avoir une date approximative que vous pensez qu'on va pouvoir le présenter dans le calendrier au comité? Je ne suis pas capable de vous donner la date précise. Si vous juste intervenir, d'une manière, nous sommes en public, donc on est un peu conscient de cela, mais le bureau de la présidente va devoir décider au fur et à mesure qu'on traverse le mois de mars, mais on dirait peut-être dans quelques semaines, alors que ça progresse à travers la traduction, etc.
D'accord. Donc, je comprends qu'on est incapable de savoir à quel moment ça sera traduit. C'est ce que je comprends? Merci. Deuxième point, Monsieur le Président, vous savez, lors de nos dernières rencontres, j'ai demandé des questions aux témoins et certains témoins n'ont pas pu y répondre faute de temps ou faute qu'ils avaient la réponse à mes questions. Alors, j'ai demandé des réponses écrites et je dois vous dire que lors de la séance de comité du 2 février ainsi qu'elle du 7 février, j'ai posé des questions plutôt en pensant obtenir des réponses. Donc, j'ai dû demander des réponses écrites. Ça fait pratiquement déjà, près d'un mois, donc 4 semaines précisément, et on n'a toujours pas de réponse, Monsieur le Président. Alors, j'aimerais savoir quelle est la démarche là, à faire normalement. Est-ce que Monsieur le greffier peut nous informer par rapport à ça? Parce qu'on a eu des réponses écrites de la part de d'autres témoins. Cependant, d'autres témoins ne nous ont pas répondu. Mes questions étaient dirigées directement à travers des gens du gouvernement. Je ne sais pas s'ils ont une démarche particulière ou un délai. Donc, si M. le greffier pourrait nous informer de la situation. De façon générale, les témoins sont donnés un petit rappel après la comparution de bien vouloir fournir les informations demandées par le comité ou un membre. À part de ça, c'est vraiment la meilleure façon, c'est pour qu'un membre me demande de faire un suivi avec un groupe de témoins spécifique. En ce qui concerne une date limite ou une échéance, ce serait le comité qui établit une échéance par motion, si c'est assez important pour le faire. D'accord. Je vais être plus précis, M. le greffier. Dans ce cas-là, M. le Président, lors de ma question du 2 février, elle était adressée à M. le ministre de l'Industrie, des Sciences et de l'Innovation. Il était en présence de ses représentants des 3 organismes subventionnaires ainsi que des chaires de recherche du Canada. Première question. Deuxième question, M. le Président, pour Mme la conseillère scientifique en chef lors de la séance du 7 février dernier. Donc, j'ai bien pu observer, nous avons reçu une réponse écrite de son bureau ou d'elle-même, on le souhaite. Cependant, la réponse écrite à ma question n'a jamais arrivé jusqu'à maintenant. Alors, ce serait apprécié grandement d'avoir un délai raisonnable, il me semble, d'une réponse à ma question. Et puis, pour permettre aux membres de ce comité de faire le travail de lequel nous sommes destinés, il m'apparaît que 4 semaines est un délai raisonnable pour répondre à une simple question. Merci. Outside calling the witness back to the committee to have additional questions. À moins de rappeler le témoin devant le comité pour avoir une réponse, je pense qu'on pourrait peut-être demander aux greffiers et à l'analyste de parler à leurs collègues libéraux et de voir s'il est possible d'obtenir une réponse. Et le comité pourrait peut-être envoyer avis au ministre l'invitant à recomparaître. Alors, je vous encourage donc à avoir une conversation au préalable pour obtenir les réponses souhaitées. Et sinon, le comité pourrait à ce moment-là envisager la possibilité de renvoyer une autre invitation au ministre pour clarifier les réponses. Alors, notre prochaine réunion aura lieu donc jeudi le 9 mars et l'avis sera publié sous peu. Êtes-vous d'accord pour lever la séance? D'accord. La séance est levée jusqu'au jeudi 9 mars. Merci.